Paris, 1938. L'âme s'installe à l'hôtel de Suède, quai Saint-Michel. Les chambres d'hôtel pour migrants, c'est toujours un peu le même décor. Une valise qui contient toute une vie, quelques traces d'un ailleurs, des empreintes d'un passé. Il est dans sa maturité déjà. Mais il a toujours ce regard juvénile et séduisant. Il loge dans une mansarde où il passe des heures accoudé au rebord de sa lucarne à rêver. Il regarde le ciel triste et gris de Paris. Au loin, la préfecture de police où il est souvent convoqué. Notre-Dame de Paris et sous les ponts, la Seine, les clochards et puis les bouquinistes avec leurs livres, leurs estampes. J'ai beaucoup lu au cours de mes voyages. Il me fallait des mots pour accompagner mes dessins, des mots pour tracer le contour des choses, pour restituer le sens. Il avait plus de rêves dans la tête que d'argent dans les poches. L'imagination ouverte, il voyait Saint-Denis se présenter devant lui avec sa tête illuminée dans la main. À la Concorde, il assistait à la fin dramatique de Robespierre. Il entendait aussi les cris insurrectionnels de la Commune, les gémissements des massacrés. Je ne serais sans doute pas arrivé à Paris si la Déclaration des droits de l'homme n'avait pas eu lieu, et la Commune de Paris non plus. L'âme rencontre Picasso. Picasso lui dit que, même sans le mot de recommandation de Manolo, de toute façon, il l'aurait remarqué dans la rue. C'est le coup de foudre. Un lien mystérieux va les unir, ils se sont reconnus. Entre eux, il se passe quelque chose d'essentiel et de profond, quelque chose qui leur échappe. Par le regard de Picasso, dans son regard, l'âme va devenir peintre. Lui qui peint déjà depuis plus de 20 ans, pour la première fois, il va oser vraiment se dire artiste. Grâce à Picasso, j'ai eu confiance dans mon travail. Quand on se regardait, on se renvoyait des images familières, comme un jeu de miroir. Dans nos peintures, il y avait des formes reliant les temps immémoriaux au présent, quelque chose où il passait du sacré. Picasso voit l'algèbre mystérieux inscrit dans les tableaux de l'âme. Il l'écoute raconter l'histoire de son prénom à la lettre oubliée, ce « L » qui, par la négligence ou l'ignorance d'un scribe, a disparu. Et voilà, Vilfredo. L'ablation de l'aile dans le prénom d'un peintre, et c'est tout le surréalisme qui se trouve incarné. Michel Léris, petit monsieur tiré à 4 épingles, présent le jour de leur rencontre, a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un moment déterminant. Picasso a trouvé en moi la confirmation du métissage qu'il cherchait à mettre en forme dans ses toiles. Pour lui, j'étais l'incarnation d'un mélange parfait entre le primitif, l'Afrique qu'il cherchait, et cette culture d'Espagnol formée au contact des œuvres du Prado que nous avions en partage. Ce jour de la rencontre, Picasso dit à Léris en désignant Vilfredo « Apprends-lui l'art nègre ». Sur une photographie, l'âme et Picasso sont côte à côte comme deux frères ou comme un père et un fils, un oncle et son neveu. L'un, grand, élancé, avec cette allure de jeunesse. L'autre, petit, râblé, avec cette présence qui irradie. Malgré les apparences, mon amitié avec Picasso n'était pas l'affection d'un père pour son fils, tout le contraire. C'était la rencontre entre deux êtres où se maintenait la distance de génération. Une rencontre dans le combat permanent pour la liberté et pour la création. Il n'arrête plus de peindre, il expose. Il a enfin trouvé son chemin. Comme un sculpteur nègre qui crée des formes limpides, lisibles au premier coup d'œil, l'âme peint des figures simples aux allures hiératiques. Des femmes, des maternités. Déjà dans ces tableaux, on voit mêler la transcendance et la fascination pour l'Afrique. Comme si, emporté par une rage secrète, il voulait que ses peintures soient un abrégé du monde.